qui se connectent pour la première fois, ah bah ça y est, on est diffusé en direct. Donc, bonsoir à tous. Je vais dire juste un petit mot d'introduction de manière très pratique. Donc, nous sommes ce soir sur une conférence qui est diffusée sur Facebook en live et en même temps sur Zoom. Donc, des personnes sont sur le Zoom et donc ces personnes-là ont la possibilité dans le fil de poser des questions, d'interagir. Sur Facebook, vous êtes aussi les bienvenus, c'est-à-dire que si vous souhaitez nous adresser des questions, faites-le en commentaire, on essaiera de les prendre si elles ne sont pas trop nombreuses. Et pour le reste, on va accueillir Éric Dudois qui devrait être là. Là, Bonsoir Éric. ça va. Toujours un grand plaisir de te retrouver. Alors ce soir, le thème qui s'imposait à nous, le thème du mois qui s'imposait, c'est bien sûr celui de la rentrée. On est tous dedans, j'ai l'impression. Et l'expression c'est la rentrée, qu'on retrouve à la télévision, à la radio, un peu partout autour de nous, a le don quand même d'être assez anxiogène pour beaucoup d'entre nous, je pense. Même pour ceux qui n'ont pas perdu d'enfants ou qui sont pas dans un deuil difficile. Et je me faisais la remarque que l'entrée dans les vacances était anxiogène pour beaucoup d'entre nous. Je parle évidemment au nom des parents qui ont perdu des enfants qu'on accompagne dans l'association, parce que ces vacances-là, on les appréhende souvent. Mais quand les vacances se terminent, le retour de la rentrée est tout aussi angoissante. Et donc, je me posais cette question de savoir pourquoi ces changements de rythme, ces fins, ces débuts, qu'est-ce qui se passe en nous qui ajoute encore plus d'angoisse et de vide ou d'appréhension à celui qu'on éprouve déjà quand un être cher nous manque. Et j'avais envie que ce soir, tu puisses nous parler de ce que ça veut dire, on rentre où finalement? Parce que quand on rentre des vacances, on rentre au travail, on rentre chez soi. Mais finalement, ça veut dire quoi rentrer? Puisque l'idée de rentrer, c'est faire retour de quelque part, c'est revenir à soi. Donc, euh, voilà, j'avais envie ce soir de commencer par cette question. Qu'est-ce que ça signifie rentrer et pourquoi cette rentrée nous angoisse tellement? Donc, il y a de nombreuses fois où je me suis posé la question de qu'est-ce que je pouvais bien raconter. Et je pense que là, c'était à la fois d'une évidence absolument incroyable et en même temps d'un certain vide, un vide sidéral. Alors, je suis rentré à l'intérieur de moi et je me suis dit, mais comment t'as vécu tes rentrées, toi, mon grand? Et le mon grand m'a rappelé que j'ai été enfant, puis adolescent, puis un peu plus grand, jusqu'à devenir enseignant à la fac où j'ai des rentrées encore. Et en fait, les mois de septembre sont des mois de difficulté, comme les mois de juin, pour ma part. Et puis, j'ai regardé un petit peu dans la littérature ce qu'on pouvait trouver sur rentrée scolaire. Alors, j'en dirai que très peu de mots parce que on n'y retrouve que des chiffres et que d'un semblant de pédagogie. Je vais être assez dur, mais c'est ça, en fait. C'est-à-dire qu'il y a quasi pas d'humanité. Et je me suis posé la question si c'était la même chose quand j'avais des patients qui rentraient en chimiothérapie. Après, vous savez, la chimiothérapie, c'est toujours, je pense que vous le savez, on fait une cure, on a 3 semaines de respiration, et puis on refait une cure, puis 3 semaines de respiration, et à chaque fois, il faut rentrer.
Et c'est la répétition qui va donner quelque chose de l'ordre de la nausée. Et je me suis dit, est-ce qu'un enfant peut avoir la nausée de rentrer? Et là, en rentrant de Marseille ce soir, j'ai fait le couillon et j'ai allumé la radio. Faut jamais faire ça. J'ai allumé la radio et j'ai entendu qu'un enfant de 15 ans ou un adolescent de 15 ans était donné la mort pour des raisons qui lui appartiennent et qu'il y avait d'autres collègues qui l'avaient chamaillé, etc. Le terme harcèlement est revenu, le terme de la mort d'un jeune, etc. Et je me suis dit, tiens, ils vont me donner des pistes, ces journalistes. Voilà, à peu près les pistes qu'ils m'ont données. C'est-à-dire le vide dans le sens du creux ou le creux dans le sens du vide. Ils n'avaient que de l'appétence pour la souffrance. Ils n'avaient que de l'appétence pour d'autres choses qui ne me concernaient pas. Je me suis dit, mais pourquoi elle ne se pose pas la question de ce jeune homme, de sa rentrée, et du fait que pour certains d'entre nous, rentrer, c'est difficile. C'est difficile de rentrer à la maison. Alors quand je dis rentrer à la maison, bien sûr, j'utilise le texte de Tobie. C'est un très vieux texte qui a été écrit dans l'Ancien Testament. Alors c'est écrit en hébreu. Et Tobie, c'est le champion de rentrer à la maison. Lui veut tout le temps rentrer à la maison. C'est le prophète qui se fait un peu manger par un gros poisson qu'on appelle baleine ou autre. Donc, alors c'est pas Moby Dick, hein, Walt Disney, c'est autre chose. Mais on n'est pas loin non plus. C'est-à-dire le fait que qu'est-ce que ça veut dire que de rentrer à la maison? Et quand j'étais enfant, j'étais sur deux zones associatives. La première des zones associatives, c'était je veux pas y aller. Pour des raisons qui sont des raisons toutes bêtes d'enfant. C'est que je m'amusais bien, c'est parce qu'il faisait beau, c'est parce que ceci, parce que cela. Et en même temps, une autre ligne associative qui me disait je veux rentrer. Je veux rentrer parce que j'ai des amis. Et puis, il y avait un autre challenge qui intéressait beaucoup plus ma mère que moi. Alors, je dis ma mère parce que moi, mon couple parental, c'était une seule personne. Ça arrive, hein. Et dans ce couple parental, donc, de Françoise, qui était maman-papa, elle, ce qui lui intéressait, c'était de progresser. C'est-à-dire qu'elle avait été élevée dans une idée, et c'était une vieille idée, qui date du 19e siècle, c'est qu'il y a du progrès, il faut que ça progresse. Et d'ailleurs, elle avait toujours la même chose à me dire. Elle me disait, Eric, il faut que tu profites. Et moi, elle m'inquiétait un peu avec cette histoire-là de profiter, de progrès, etc. Surtout quand je suis rentré en sixième. Et il y a une amie, Point Rose, qui a perdu un enfant, qui a mis un poste tout bête, tout bête. Cette année, tu serais rentré en sixième. J'ai lu, il n'y avait aucune fioriture, il y avait juste le logo du Point Rose. Il n'y avait ni larmes, ni peine, ni rire, ni joie. Il y avait juste cette phrase laconique. Aujourd'hui, tu serais rentré en sixième. Et je me suis dit, mais aujourd'hui, je serais rentré en sixième. Et j'ai pensé à un ami. Alors, il s'appelait Damien. Et il est décédé en cinquième. Il est décédé. Alors, à l'époque, on n'avait pas le droit au cyclo. On avait le droit au cyclo à peu près vers la quatrième. Alors, je vois Antonella, je sais qu'Antonella, elle connaît beaucoup la France, donc elle va faire le rapport avec l'Italie. On rentre en quatrième. Et lui, il avait un peu pris le vélo moteur de son frère. Et il y a une grande route quand on sort n'importe d'un lycée. Et là, il faisait la course avec d'autres, sans casque à l'époque, puisque je ne sais plus si c'était obligatoire ou pas, je ne sais plus. En tout cas, il est décédé là. Damien. Et Damien, il m'a poursuivi. Quand je dis poursuivi, c'est que j'ai voulu y échapper, Damien, quand j'étais jeune. Alors, je suis pas à confesse, je vais pas me confesser, mais j'ai voulu y échapper parce que c'était difficile,
Parce que comment comprendre qu'il soit mort? Moi, j'avais connu des morts, ils étaient vieux, c'est normal, dans ma petite tête d'enfant, un enfant adolescent. Et là, voici qu'un autre comme moi s'en allait. Et à l'époque, j'étais ni théologien, ni psychologue, j'étais rien du tout. J'étais rien du tout, j'étais tout. J'étais un adolescent. Et en suivant son enterrement, parce que je suis allé à l'enterrement de Damien, je me souviens de plusieurs amis. Alors, on va pas faire tous les amis, mais il y avait ceux qui étaient en exaltation, qui pleuraient beaucoup. Ceux qui étaient enfermés sur eux-mêmes, qui ne pleuraient pas. Et puis, il y avait ceux qui, sûrement comme moi, avaient une tronche bizarre, inquiets. Inquiets. Et ce inquiet-là a renvoyé toutes les inquiétudes de mes rentrées. Car toutes les rentrées ont été pour moi source d'inquiétude. Alors, le psy que je suis, il va vous dire, bon, bah, tu prends un Xanax et tu ne nous emmerdes plus. C'est-à-dire que, en gros, toute chose qui modifie mon environnement, l'effet contextuel auquel je me suis habitué, va être quelque chose qui est source d'inquiétude. Est-ce que vous vous rappelez à chaque fois que vous avez pris l'avion, même si vous l'avez pris des millions de fois, millions j'abuse, des milliers de fois, eh bien, il y a toujours un moment où on est un peu inquiet. Et le moment où on est inquiet, c'est le moment où on commence à narrer quelque chose. C'est-à-dire, on commence à, à être un vieux avant l'âge. Je me souviens d'un jour où j'avais un congrès en Lettonie avec mon patron de l'époque, donc il est beaucoup plus âgé, moi j'étais beaucoup plus jeune. Et moi, je me foutais royalement de ce que racontait la dame qui appelait, jusqu'au moment où elle a appelé les passagers Fabre du doigt. Et je me souviens de cet instant-là où rappelez alors, comme une maîtresse, j'ai eu peur de rater mon avion. Et lorsque je regarde ce qui se passe à l'heure actuelle, et dans les années où j'étais enfant, on pouvait rater son entrée. Ça, c'était le jeu des professeurs. Les professeurs, avec eux, on pouvait tout rater. On pouvait rater l'entrée, on pouvait rater le plat principal, c'était en gros le deuxième trimestre, pardon, et on pouvait rater la sortie. Alors, comme tout le monde, j'ai toujours raté l'un ou l'autre. Hein. J'ai jamais réussi à faire un sans faute sur les trois. Et à chaque fois, ce qui venait, c'était l'inquiétude. C'était l'inquiétude parce que quand on amène un enfant à l'école, me disait une amie cet après-midi, je l'ai écouté avec une attention particulière. Eh bien, on l'amène jusqu'à la porte de l'école. Et à la porte de l'école, une maîtresse nous dit, il va falloir le laisser là. Et nous, en tant que parents, c'est le moment un peu, franchement, dur. Surtout quand l'enfant, lui, il n'a pas l'air d'être trop traumatisé par l'affaire. Alors, il y a des enfants qui chouinent, je faisais partie des chouineurs. Il y a des enfants, ils chouinent pas du tout. Mais ce dont on s'aperçoit, et ce que me rappelait cette amie, c'est qu'in fine, à un moment donné, ils chouinent plus. Ça veut dire qu'à un moment donné, on a la rentrée scolaire, la première ou les premières rentrées scolaires, qui s'apparentent à un rite initiatique. Alors, on n'est pas chez les Maasai. Hein. L'enfant, il risque ni de se perdre dans la brousse, ni de se faire manger par un ours, mais quand même. Et alors, curieux comme une vieille chatte que je suis, je me suis dit, mais qu'est-ce que craint donc un parent? Et donc, moi, autour de moi, j'ai pas mal de psy. Et quand un ami de l'hôpital qui est psy, qui était mon étudiant, et qui lui dit, alors, ton enfant, ça fait 4 rentrées qu'il fait, t'as un autre enfant, c'est sa première, qu'est-ce qui se passe? Et il commence à me parler de l'enfant, pas de lui. Et je lui dis, ça va pas, David. Tu es psy comme moi, pourquoi tu me parles de l'autre et pas de toi?
Et alors, il a dit, bon, si je parle de moi, ben, c'est un moment. Puis il tournait un peu autour du pot. Parce que pour un parent, la rentrée, c'est la séparation. Alors, je sais qu'il y a des blagues partout sur Internet qui vous disent que les parents sont très heureux que les enfants rentrent parce que comme ça, ils en sont débarrassés. C'est, ça peut être vrai quand l'enfant est envahissant, mais même s'il est envahissant, ça reste une arracheuse. Et on vit en Occident nos enfants comme étant des projections de nous-mêmes. Même dans nos films les plus marrants, il y a moi et le mini-moi. Peut-être ça vous dit quelque chose, Austin Power. Tout est bon pour apprendre. Et mini-moi, c'est le même que le moi, mon petit. Et en fait, nos enfants, on fait tout l'inverse de ce que nous dit Khalil Gibran. C'est-à-dire que nos enfants sont vécus comme des projections, presque des appendices spectaculaires de notre psyché. Et ce qu'on n'aime pas, c'est qu'on ne sait pas ce qu'ils font. Et alors, cette amie me disait, finalement, l'enfant très rapidement trouve sa propre liberté, trouve d'autres marquages, et on ne sait pas ce qu'il fait. On ne le saura que le soir, quand il reviendra à la maison. Et la plupart du temps, les enfants qui reviennent à la maison sont très laconiques sur ce qu'ils ont fait dans la journée. Nous, on se dit, ils ont quand même passé 6 heures, 1 heure, 2 heures, ça dépend les rentrées. Et ils nous racontent des trucs qui durent 3 secondes. Et c'est ça, ce décalage-là, qui m'étonne toujours. Et ce décalage-là, de la rentrée, lorsqu'on a perdu un enfant, il perdure. Il perdure d'une drôle de façon. Parce qu'on n'a plus d'enfants à rentrer. Mais on a encore la projection de la rentrée. Donc le pire des supplices de tout être humain, c'est d'être en lutte avec son monde interne, beaucoup plus qu'avec le réel. Son monde interne lui dit, il ne rentrera pas à l'école. Et ça, c'est une violence inimaginable. C'est tellement inimaginable que ce n'est jamais parlé, jamais, dans les infos, jamais. Il pourrait, au moment de la rentrée, avec, je crois que c'est Monsieur Attal, le ministre, maintenant pour nous, il pourrait dire un mot. Ça coûte rien de dire, voilà, je vais prendre 2 minutes pour dire quelque chose à tous ces enfants qui sont partis bien ailleurs de la rentrée scolaire, mais je leur fais une place. Il n'y a pas. Et je pense que là, il y a quelque chose qui est terrifiant, c'est qu'il n'y a aucune place pour l'enfant décédé lors des rentrées. Mais il n'y en avait pas plus lors des sorties. Dans notre société, c'est comme si un enfant qui était décédé, c'est terminé. C'est terminé, il y a plus de place pour lui. Alors qu'un enfant qui est décédé, il a une place immense dans le cœur de ceux qui l'aiment. Il y a pas longtemps, j'avais posté un truc de Christian Bobin. En ce moment, vous savez, j'ai un peu des marottes comme ça. Christian Bobin, j'aime beaucoup Le Ressuscité, j'aime beaucoup de textes qu'il a écrits. Il y a un monsieur, mais sûrement très très bien intentionné, qui répond comme ça, parce que Christian Bobin dit, il n'y a que l'amour. Et le monsieur répond, non, il n'y a que la logique. C'est pas avec l'amour qu'on va bâtir des mondes, enfin des trucs comme ça, etc. C'est très bien ce qu'il a marqué. Et j'ai trouvé ça quand même un peu saugrenu. Alors je lui ai répondu, il y a un mot, un signifié, qui a plusieurs signifiants, qui a plusieurs connotations. La rentrée en fait partie. C'est-à-dire que quand je dis la rentrée, tout le monde comprend, mais personne ne dit la même chose. Parce qu'on a tous des rentrées différentes. Et ce monsieur a renchéri, moi j'aurais pu rien dire. Puis il y a quelqu'un qui a écrit quelque chose, il a renchéri en disant non, fondamentalement, sans logique, il y a, voilà, c'est la logique qu'il voulait. Alors il a fallu que je lui rappelle quand même que la logique de Hegel, un volume de 400 pages, si vous l'avez lu, moi j'ai été obligé de le lire. On m'a mis un pistolet, on m'a dit tu lis, sinon je te bute. Donc je l'ai lu.
Bon, et gueule. Et qui garde la critique. Et puis après, j'ai lu Thomas Kuhn. Thomas Kuhn, c'est un philosophe des sciences sur les paradigmes. Puis après, j'ai retrouvé Aristote, la théorétique. Et dans la théorétique, c'est-à-dire dans le fondement de la science, ce qu'on a oublié au XXIe siècle, c'est qu'il y a trois choses, pas deux, trois. Il n'y a pas simplement la théorie et la pratique. Ça, c'est ce qu'on enseigne à l'école. Chez Aristote, il y a la théoria, théorie, la praxis, la pratique, la poésis, la poétique. Et la poétique, c'est comment je fais une chose. Et je me suis dit, tiens, là encore, on a oublié comment je fais une chose. Comment je rentre à l'école. Comment je rentre pour moi à la fac. Comment je rentre à mon travail. Comment je rentre dans un nouveau lieu. Et puis, chemin faisant, avec des discussions comme ça, et surtout avec cet ami qui vraiment m'a aidé pour cette parlotte, on est tombé d'accord sur le fait qu'en fait, ce sont des narrations, tout ça. Très rapidement, le fait, c'est on rentre. Ça, c'est un fait. Et le reste n'est qu'une narration. Mais on rentre où et pourquoi? Alors, à l'école, on rentre à l'école pour apprendre des choses. Ça, c'est le point de vue des professeurs. On rentre à l'école pour retrouver ses copains. Ça, c'est le point de vue des enfants. On rentre à l'école et on va se faire harceler. Ça, c'est le point de vue du jeune homme qui s'est suicidé. On rentre, mais en fait, il est impossible de dire réellement ce que la rentrée scolaire évoque. Mais en tout cas, elle évoque une rupture. Quelle que soit cette rupture, qu'elle soit joyeuse ou pas, elle évoque une rupture. Un peu, comme tu disais, Nathalie, les vacances évoquent une rupture. Et en fait, ça veut dire qu'à l'intérieur de nous, toute rupture est de toute façon anxiogène. Alors, comme on est tous des adultes là, autour de cette petite causerie, vous vous souvenez quand vous avez eu une rupture avec votre conjoint ou conjointe, même si c'est vous qui vous voulez divorcer ou vous séparer ou partir, c'est dur. C'est con, hein? Vous voulez votre liberté, vous avez plein de raisons de partir, vous n'y arrivez pas. Parce que partir, ça veut dire rentrer ailleurs. Et alors, je ne vais pas vous faire languir plus avant. Bien évidemment que dans Tobie, rentrer, c'est rentrer au royaume des cieux. Alors, je vous le sers à la version théologique, pardon, mais c'est quoi mourir? C'est quoi? Et ça, c'est un truc qui me travaille depuis, j'ai 56 ans, donc ça me travaille depuis que j'ai 7 ans quand je voulais être prophète. Ça fait vraiment du temps. Pourquoi? Pourquoi tous les grands hommes disent que mourir, c'est rentrer à la maison ou rentrer dans la demeure et que ça nous fait peur? Pourquoi? Pourquoi, par exemple, cette amie que j'aime vraiment beaucoup, elle dit, et elle a raison de le dire, mon enfant serait rentré en sixième à ce moment-là si elle n'était pas décédée. Et moi, j'ai envie de dire à cette amie, je lui ai pas dit. C'est pas le moment. Il y a des moments pour dire les choses. Je lui ai pas dit parce que c'est violent. J'avais envie de lui dire, mais est-ce que tu t'es posé la question de savoir où elle était rentrée lorsqu'elle est décédée? Où est-ce qu'on va lorsqu'on meurt? Où sont nos enfants? Ils sont pas à l'école. OK. Ils sont pas en vacances. OK. Ils sont pas avec nous. OK. Ils sont là. Il y a des gens qui me disent, mon brave du doigt, ils sont où? Il n'y a plus de où, ils ne sont rien. Je ne peux pas accepter cette phrase. Même Anaxagore, 5 siècles avant Jésus-Christ, nous disait, rien ne se perd, rien ne se transforme. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Alors oui, c'est pas Lavoisier qu'elle dit ça. Maintenant, on dit que c'est Lavoisier, mais non, c'est Anaxagore.
Et comme Héraclite, on ne se baigne pas 2 fois dans le même fleuve. Il n'y a pas 2 rentrées qui sont similaires. On a tous fait des moments de rentrée excellentes où on avait notre ami, notre meilleur ami. Vous savez comment fonctionnent les enfants? Et puis des rentrées où notre meilleur ami, elle n'est pas là. Ok. Souvent, j'imagine ce que pouvait être la rentrée des jeunes, des enfants. Par exemple, dans la classe de Carla Marie. Puisqu'on est au Point Rose, on est dans son monde. Quand Carla Marie est partie le lendemain, après, elle devait rentrer à l'école. Et rentrer à l'école, tous les enfants ont bien été obligés de se dire, tiens, il manque quelqu'un. Et les professeurs, là, ils pouvaient pas dire comme si de rien n'était. Il fallait dire quelque chose. Mais comment je dis quoi? Qu'est-ce que je dis? Et c'est là où on commence à devenir humain. On commence à devenir humain quand la rentrée, elle fait mal, on la regarde, on la garde à l'intérieur de soi. On la partage avec ceux qu'on aime, pas avec d'autres. Et, et dans ce partage un petit peu silencieux, il y a quelque chose qui va advenir. Et ce quelque chose qui va advenir, c'est toujours une trace d'humanité. Nous autres, les humains, surtout au XXIe siècle, on pense que l'humanité, c'est quelque chose qui a à voir avec, comme on le disait tout à l'heure, le profit, ou qui a à voir avec le progrès. Je suis pas certain. Le petit garçon que j'étais a eu une rentrée scolaire en CE1. Je m'en rappellerai toute ma vie. Beaucoup plus que ma rentrée en master. Encore plus que ma rentrée. À l'époque, il n'y a pas de master, mais maîtrise, DESS, DEA, des doctorats. Parce qu'en CE1, quand je suis rentré, c'était un monsieur. Moi, j'ai été élevé que par des femmes et j'ai eu que des femmes comme prof. Et là, pour une fois, j'avais quelque chose de radicalement différent. Ça a été difficile. Mais parce que le difficile a été ce chemin, alors j'ai gagné. J'ai gagné en sécurité. J'ai gagné en amour. J'ai gagné en pleurs aussi. Qu'est-ce qu'on pourrait bien gagner, nous, humains, de se dire, c'est la rentrée et pourtant mon enfant. On peut dire comme cette dame, mon enfant, il va rentrer en telle classe. Ça, mais il y a 2 façons de se projeter. Il y a une façon qui est une façon, on va dire, qui nous libère. Souvent, on joue le jeu avec Nathalie et on évoque Carla Marie, on se dit, ah, elle aurait été comme ça. Mais ça nous libère. C'est quelque chose où il n'y a pas d'amertume. C'est juste, oh, elle aurait été comme ça. Mais on sait que c'est faux. C'est ni vrai ni juste. C'est quelque chose qui nous tient sans nous tenir. D'ailleurs, des fois, on entend des rires. Allez, c'est autre chose. Mais quand, imaginons, j'ai perdu mon enfant pendant les vacances. C'est la première rentrée. C'est la première fois où je suis confronté à quelque chose qui est du vide sidéral. Personne n'en parle. Les amis, tout le monde me fuit. Je suis seul. Oh, bien sûr, ils sont là à proposer des millions de choses, mais elles ne sont pas intéressantes. Pour ceux qui n'ont pas perdu d'enfant, c'est la même chose que quand vous quittez un être humain et que les amis vous proposent d'aller en boîte. C'est pas intéressant. Quand on perd un enfant, on va chercher quelque chose qui puisse nous parler. Et la seule chose qui puisse nous parler, elle est à la fois triste et à la fois joyeuse. Et peu d'êtres humains sont capables d'avoir les 2 tableaux en même temps. Parce qu'on ne peut pas faire fi de la tristesse. Ça serait manquer d'une certaine, alors peut-être le mot est vieux jeu, solennel. Solennel. Quand un enfant rentre en classe, à des moments, je trouve que ça doit être solennel. Et ce qui me fait un peu mal dans ce monde, qu'il n'y a plus rien de solennel. On rentre en classe comme on rentrerait ailleurs, ou je ne sais pas. Et s'il y a une chose que j'ai appris, parce que je crois que j'ai été initié
à toutes les choses possibles et inimaginables dans ce bas monde, en Occident, c'est justement, vous savez, alors je déflore rien, c'est dans tous les bouquins. Lorsque vous êtes franc-maçon, il y a un truc très sympa qui me fait rire, c'est qu'il faut rentrer dans le milieu sacré. Nous sommes dans le milieu profane. Cette rentrée dans le milieu sacré doit s'accompagner de gestes et doit s'accompagner d'une certaine chose. Et la chose qui doit accompagner le grand maître, c'est la lumière, qui est la lumière éternelle de l'Orient. Et comme je suis un petit con, quand j'étais franc-maçon, je me suis dit, mais pourquoi la lumière éternelle de l'Orient, on l'allume avec un briquet? Alors, c'était comme quand j'étais théologien, on m'a gentiment dit, là n'est pas la question. Mais je pense que là est la question. Vraiment. Qu'est-ce qui fait séparation entre le sacré et le profane? Certainement pas la lumière qu'on allume avec un briquet. Certainement pas tous les salam alek que j'ai pu faire et que j'ai pu entendre dans ma vie. J'ai compris que ce qui fait solennité, c'est quand je rentre, moi, en groupe avec mes étudiants. Et je m'assois et je ne parle que quand il y a du silence. Il n'y a pas d'injonction, il n'y a pas de chute, il n'y a pas de il n'y a rien. Des fois, ça dure longtemps, hein, surtout en médecine. Et c'est des galopins. Et donc, dans des amphis de 400, j'attends qu'il n'y ait plus un seul bruit. Et à ce moment-là, quelque chose du verbe peut se dire. Avant, c'est la colle. Et j'avais envie de vraiment faire ce parallèle-là avec nos enfants. Car depuis que je suis au point rose, j'ai la sensation d'avoir perdu un enfant. Alors pour moi, perdre un enfant, c'est qu'il n'est pas sur Terre. Mais ça ne veut pas dire qu'il est pas ailleurs. Quand je suis dans ma voiture et que je rentre chez moi et que je laisse mon enfant à l'école, je ne suis pas perturbé. Enfin, un peu. Mais il est entre de bonnes mains. Quoique, vous voyez, notre appareil à penser. Mais vis-à-vis du décès, c'est la même chose. Mais on y répond de manière sans nuance en Occident. Il y a les gens qui disent non, non, il est au paradis ou quelque chose d'analogue. D'autres qui disent non, il n'y a plus rien. Mais ça, c'est des réponses sans nuance. Moi, j'aimerais des réponses qu'on construise ensemble. C'est ni il est là, ni il est là, ni comment ça se passe. Dans l'expérience clinique que j'en ai, quand quelqu'un s'en va, il est dans, moi j'ai appelé ça un sas, mais c'est peut-être con. Hein. Il est dans quelque chose qui se construit lui-même. Alors ça m'éclate de rire parce que des fois c'est très surprenant. Et des fois, eh bien, dans ce paysage qu'il se construit lui-même, comme moi je viens, j'y apporte moi, et il y a d'autres choses qui viennent de moi. C'est une co-construction. Alors tous les psys vous le diront, hein, rencontrer quelqu'un, c'est une co-construction. Une co-construction imaginaire. Mais lorsqu'on dit le mot imaginaire, on fait comme ceux du XXe siècle. On pense que l'imaginaire n'existe pas. Moi, je n'y crois pas une seconde. Je pense que l'imaginaire est beaucoup plus puissant que ce qu'on pense. Par exemple, je pense que quand un homme se dispute avec son enfant et qu'il se sépare, il part au travail et l'enfant part à l'école, si l'homme ne fait pas un travail sur lui pour calmer, pour être en paix, l'enfant sera très très perturbé et turbulent. Pensez donc un peu dans la mort. Où il va? Où on va quand on meurt? Eh bien, peut-être qu'on va dans une école autre, ou une vacance autre. Et peut-être que comme à l'école, on a un meilleur ami qui nous attend. Et peut-être qu'il y a des professeurs. Alors, on ne peut pas pousser la métaphore trop loin. On va tomber sur les limitations qui sont les limitations corporelles de l'être humain. Mais on peut au moins l'imaginer. Et
Ça veut dire quoi de rentrer à Dachau? Ça veut dire quoi de rentrer à Birkenheim? J'ai la sensation d'un parent qui a perdu un enfant. Il rentre dans un endroit ou dans un lieu qui est très similaire à ces lieux-là. Et là, ça fait extraordinairement mal. Ça fait mal parce que on a l'impression qu'on ne pourra jamais en sortir. Comme dit Patrick Chenet, je ne veux pas faire le deuil de mon enfant. Je veux souffrir toujours un peu, juste pour savoir que je ne l'ai pas oublié. Mais en même temps, il faut que la souffrance soit suffisamment contenue pour que je puisse tisser d'autres liens et d'autres relations. On a tous lu Primo Levi, on a tous lu Simone Veil, les deux, la, la philosophe et la politique. On a tous lu Viktor Frankl. Comment je fais dans un camp de concentration? Quelqu'un qui a perdu un enfant et qui allume la télé le 7 septembre, il est face au plus puissant des bourreaux, le plus puissant qu'il soit. Je te nie, tu n'existes pas. Aucun mot sur ce qui se passe en toi. Et peut-être dans une société évoluée comme la nôtre, si tant est qu'elle le soit, il nous faut arrêter. Vraiment, il nous faut arrêter de toujours penser pour l'autre dans un système qui est un système représentationnel de la vie, qui ne tient pas compte des aléas de celle-ci. Et le premier aléa de la vie, c'est le fait qu'elle peut s'arrêter à tout moment. Et que tous les mots qu'on se raconte, nous soignants, il est mort si jeune, mais c'est pas si malheureux de mourir à un tel âge, etc., etc., ne tiennent pas. Voir sont abscons, voir ne demande rien. Est-ce qu'il ne faut pas qu'on travaille à l'intérieur de nous? Peut-être que le travail qui est demandé aux parents lors de la première rentrée scolaire, c'est le travail de est-ce que je peux laisser mon enfant ailleurs sans que je sois maître de ce qui se passe? Est-ce que je peux faire confiance? Et voyez combien c'est très très proche de ce qui se passe quand quelqu'un décède. Est-ce que je peux faire confiance? Ou est-ce que je vais devenir un psychotique? Alors, dans ma bouche, le mot psychose, c'est pas un mot qui est réservé aux autres. Je fais partie des psys qui pensent qu'à l'intérieur de nous, nous avons tous une part psychotique. Nous avons tous un noyau psychotique. Donc, il n'y a pas de souci avec ça. Mais je sais que quand je commence à ne pas accepter un pan du réel, je suis pas loin de la folie. Et le pan du réel, c'est que je ne maîtrise pas grand-chose. Je maîtrise si peu de choses que dès que l'enfant rentre dans la voiture, raconte-moi. J'en connais certains qui, lorsqu'ils vont décéder, vont dire raconte-moi. Raconte. Je suis ce que je me raconte. La phrase de Paul Ricoeur n'a jamais été aussi forte. Comment je me raconte la rentrée de mon enfant, alors que lui ne rentre pas à l'école. Comment ça va à l'intérieur de moi, comment ça va se mettre en porte-à-faux, en porte-à-faux avec les codes sociaux, en porte-à-faux avec les injonctions. Car s'il y a bien une chose que nous offre un enfant qui s'en va avant nous, et c'est pas un maigre cadeau, c'est le plus beau, c'est le plus dur, c'est que à jamais, tu ne maîtriseras rien. C'est fini. Et ça, pour ceux qui ont la dureté de le vivre, c'est vraiment une leçon cher payée. Mais je pense que cette leçon, elle se paye toujours cher. Elle se paye avec des rentrées à Birkenau,
Elle se paye avec des blessures, elle se paye. C'est Eldridge qui dit ça. C'est-à-dire qu'il y a le versant de la vie qui est belle, parce que la vie n'est que joie pour moi. Mais je serais bien sot d'ignorer les pierres du chemin, et encore plus sourd que de croire que jamais aucune ne me fera chuter. Bien évidemment, elles sont là pour ça. Non seulement elles sont là pour ça, mais aussi elles sont là pour que je devienne autre, tout en étant même. Et ça, c'est assez intéressant parce que si le bonheur, c'est de finir l'école, alors ça peut être de continuer l'école. Si le malheur, c'est de finir l'école, alors ça peut être de continuer l'école. Et nous tous, les humains, on a tous une relation à l'école qui est à la fois une relation que l'on sert aux amis, qui est fausse, c'est-à-dire on se recrée une image, comme ça on est bien. Parce qu'on est des grands, en fait, on est des grands producteurs du cinéma, on est des grands réalisateurs et des grands acteurs. Et j'espère qu'un jour on aura l'occasion de voir ce qui s'est réellement passé et de voir ce qu'on a raconté. Non pas pour se dire je suis un menteur, aucun intérêt, mais pour voir l'écart et de comprendre que dans cet écart, c'est là où on s'est construit ou pas. Moi, ce qui m'amuse, c'est maintenant, du haut de mes 100 kilos et les brouettes et de 1m85, je reconnais qu'il y a peu de gens qui m'abordent dans la rue pour me casser la figure. Voire qui me coupent le chemin, car si je regarde de façon très noire avec mes petits yeux, il y a quelque chose qui vient et qui dit « Excusez-moi, monsieur ». Et donc, je me suis habitué à ça. Personne qui m'embête. Quand je suis à l'hôpital, je suis le prince. Je suis en haut, personne qui m'embête, l'interne. Mais ça n'a pas toujours été ça. Je me rappelle un petit garçon qui, quand il est rentré en seconde, il faisait 1m55. Et il était tout freluqué. Parce que 1m55 égale 50 kilos. C'était moi. Et, 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 et c'était moi. Vous voyez, ce décalage, il est énorme. Et moi, j'ai une amie qui est extraordinaire, qui s'appelle Nathalie. Je pense qu'on la connaît un petit peu. Elle voit des points roses partout. Et ce qui est extraordinaire, c'est que quand on parle ensemble, elle voit Carla Marie à 9 ans. Moi, je vois Carla Marie vraiment. Quand je la vois, parce que c'est pas toujours aussi évident que ça. C'est une belle pépette, à peu près de 20 et quelques années. Alors, quand on en parle comme une enfant, je me dis, ah bon? Et un jour, j'étais très questionnant sur la chose. Et il y a quelque chose qui m'a répondu. Parce que c'est arrivé à d'autres gens. Une dame qui avait fait une EMI, qui est assez connue, que j'appelle, qui met mes lumières parce qu'elle me fait rire. Et elle avait vu son petit frère pendant son EMI. Son petit frère qui était mort il y a 40 ans ou il y a 30 ans. Il était mort à 5 ans. Et ce qu'elle a vu arriver vers elle, c'était un homme d'une trentaine d'années. Et à l'intérieur d'elle, elle savait que c'était son frère. Et elle a dit, mais c'est pas possible. Il a éclaté de rire. Il lui a dit, mais pourquoi ça serait pas possible? Tu crois que quelqu'un qui meurt va garder son apparence? Si on garde notre apparence, c'est parce que vous êtes tellement habitué à l'identité qu'on accepte et qu'on se fond dedans. Alors, fier de cela, je me suis dit, mais comment ça se passe pour l'ami des points roses? En fait, il suffit de pas gratter longtemps. On voit bien que Calamari, elle n'a pas 9 ans. Loin de là. Elle en connaît des choses. Elle en découvre des choses. Voire des fois, elle s'amuse même de façon très gentille avec nous. Ça veut dire que j'ai intégré le fait que Calamari est rentrée dans sa demeure.
Sa demeure, ça ne veut pas dire le paradis. Sa demeure, ça ne veut pas dire que tout est joyeux, etc. Sa demeure, c'est sa demeure. C'est quelque chose de trouver, créer, un peu comme un objet transitionnel dont parlait Winnicott. Et dans sa demeure, il y en a d'autres. Et dans sa demeure, elle a fait un pacte avec Maman Point Rose. Et le pacte, c'est ne lâche rien. Bon, l'autre, elle dort plus depuis. Ça, c'est son problème. Mais ne lâche rien. C'est-à-dire que maman, oh maman, je veux qu'elle bouleverse le monde. Mais pas que moi, en tant que moi, égoïstement. Ça, c'est pas Carla Marie. C'est moi en tant que nous tous. Ça m'a touché, ce truc. Moi en tant que nous tous. Moi en tant que Thomas. Moi en tant que Matisse. Moi en tant qu'un tel. Moi en tant que... Et pourquoi nous, on ne le fait pas? C'est ça qui m'a fait un peu de peine, cette rentrée. Pourquoi on ne le fait pas? Et je me suis dit, je sais que la vie de mes étudiants est dure. Je sais que mes étudiants, contrairement à ce que certains vieux profs disent, qui sont plus cons qu'avant, ils sont beaucoup plus intelligents. Mais des fois, on leur offre un cadre qui est mauvais. Je vous donne un exemple bête, ça s'appelle l'orthographe. Ça, c'est un peu ma bête noire. Un peu. C'est-à-dire qu'en fait, quand j'écris 3 mots, il y a au minimum une faute. Donc, j'écris mal. Tous les médecins. Les médecins écrivent mal parce qu'ils ne savent pas écrire. Hein. Je préfère vous le dire. Ils n'écrivent pas mal parce qu'ils ont l'habitude. C'est parce qu'ils ne terminent pas les mots comme moi je fais. On ne sait pas si Z, I, T, I, Q. Et, et, et pourquoi j'offrirais ce même cadre à un enfant? Pourquoi ce cadre-là, c'est le cadre Princeps? Pourquoi un enfant du XXIe siècle doit lire tous les livres que j'ai lus? Et j'en ai lu. La bibliothèque qu'il y a derrière moi, j'en ai 6 chez moi, 5, pardon, chez moi, comme ça, plus des cartons. Ça fait pas de moi quelqu'un d'intelligent. Hein. Ça fait moi, disent les étudiants, des fois ils prennent pas trop de pincettes, un vieux. Parce que eux, maintenant, ils ont tout dans le Mac ou dans le Samsung. Et, et je vois des vieux qui me disent, donc des vieux de mon âge, qui me disent, non, le livre, c'est pas pareil. Il y a la page, il y a une sensualité, il y a quelque chose. Mais oui, pour nous, parce qu'on est vieux, qu'on n'en peut plus. Parce que moi, j'ai connu quand il n'y avait pas d'ordinateur, je vous jure que c'est vrai. Et donc, quand j'étais théologien, un livre, c'était presque Jésus qui descendait du ciel. Mais pour quelqu'un qui est dans le monde digital, qu'est-ce qu'il en a à faire? On s'en moque un peu. Puis plein de choses comme ça. Eh bien, on n'est pas si mobile que ça. On est même très immobile. Et dans notre conception de la vie et de la mort, dans notre conception de rentrer à la maison, on est très immobile. Tout à l'heure, on a parté avec Khaled, on parlait, parce qu'on s'aime bien, donc on se donnait des petites nouvelles et puis on parlait. Et puis tous les deux, sans même s'en rendre compte, on a dit une chose l'un et l'autre qui était vachement importante, c'est que lui, là où il est très heureux, parce qu'il a trouvé une harmonie d'un lieu où il y a une forêt et de la culture. Et moi, j'étais très heureux, parce que le lieu que j'ai trouvé, c'est un lieu où il y a de la culture et la mer. C'est différent. Mais ça, les Indiens l'appellent le Kamaloka. Les Indiens d'Inde. Le Kamaloka correspondrait au purgatoire chez les chrétiens. Je mets 12 guillemets. Le purgatoire, c'est juste la zone tampon entre deux événements de vie qui sont je meurs, je nais, je meurs, je nais. Et je me suis dit, mais on s'est tous construit un monde à nous sur cette planète. On est d'accord? Je vous vois tous chez vous. Vous avez tous de très beaux appartements ou de villas ou autres. Et ça, c'est votre chez vous. C'est-à-dire quand vous n'allez pas bien, quand vraiment c'est panique à bord, quand vous rentrez là, sauf s'il y a un petit démon chez vous.
là, vous risquez de manquer de souffle. Notre enfant est rentré à la maison. Pourquoi voulez-vous qu'il soit rentré dans quelque chose qui soit terrifiant pour lui et pour vous? Qu'est-ce qui fait que vous n'arrivez pas à imaginer que cet enfant, il soit dans quelque chose de sécure? Je ne dis pas qu'il soit juste quelque chose de sécure, une prairie dans laquelle il court, un bois dans lequel il va ramasser un ou deux champignons, une plage dans laquelle il va pouvoir se baigner. Qu'est-ce qui fait qu'on a du mal avec ça? Bien, on a du mal avec ça parce qu'à l'intérieur de nous, les expériences qu'on a fait de la rentrée sont des expériences qui n'ont pas toujours été satisfaisantes. Imaginons un monde idéal dans lequel nous tous, lorsque nous avons fait nos rentrées scolaires, eh bien, on était heureux. Mais vraiment, mais pas heureux pour être le plus beau, pas heureux parce qu'on a les meilleures fringues, pas heureux parce on va progresser puis on est très fort en mathématiques physiques, pas heureux parce qu'on est brillant, heureux, juste heureux parce qu'on va rencontrer les gens qu'on aime. Juste ça. Et puis on n'a que cette expérience-là qui se répète. Mais peut-être que quand on va imaginer notre enfant décédé rentrer dans sa demeure, on ne l'imaginera pas perdu et inquiet. Peut-être on en aura fini avec ce parent devant la grille. Peut-être vous avez été ce parent devant la grille. Moi, je les vois des fois. Ils sont devant la grille comme ça et ils ont une narration qui est toujours sur l'autre. Le pauvre petit, il doit être mal, etc. Lui, le petit, il s'en va avec l'institutrice ou l'institutrice. Non, le professeur de l'école. Et, et ça va durer, je sais pas, un petit temps. Il va cheminer, il va être mal, il va. Et puis j'ai confiance dans ces gens-là. Ces gens-là, ils ont été formés, éduqués, ils ont de la compassion. Je dis pas empathie, je dis compassion. Et puis ils vont les entourer et l'enfant va avoir de nouveaux marqueurs. C'est peut-être ça que craint le parent. Oh, c'est mon petit chien, moi aussi. Le, le nouveau marqueur, c'est je vais inscrire en toi des choses que tes parents n'ont pas inscrites. Et des fois, ça va venir se confronter. Et c'est ça qui fait vraiment la beauté de nos pays. C'est que l'instituteur ou le professeur des écoles n'a pas forcément les mêmes idées que nous. Et des fois, on n'est pas d'accord. Mais avant, dans les temps anciens, il y avait un respect du professeur des écoles. Maintenant, il n'y a plus. Avant, dans les temps anciens, il y avait un respect du prêtre ou qu'importe la religion. Et maintenant, il n'y a plus. En d'autres termes, nous sommes dans une société, comme le dit Bushman. Bushman, c'est un théologien du siècle dernier, protestant, qui nous disait qu'on était dans un monde désacralisé. Les sociologues l'ont dit aussi, dans un monde où c'en était terminé du sacré. Ben, c'est un monde qui n'est qu'un monde de l'art. Parce que le monde de joie, c'est un monde sacré. Regardez ce que l'on fait même au niveau des, des gens que l'on filme en train de faire l'amour. C'est un lieu secret, ce lieu-là. Pas secret au sens où il faut pas le dire, secret dans le sens de la plus belle des intimités, de la plus forte des choses que peut vivre un être humain. Eh bien non, même ça, il faut qu'on le salisse. Trop de mots entourent les choses importantes. Et une des choses importantes pour nous au Point Rose, c'est que les rentrées scolaires soient des rentrées qui soient des rentrées de joie. Et pas la joie, ça ne veut pas dire être mort de rire. Ça, c'est la distraction. La joie, ça peut vouloir dire je suis joyeux, mais je pleure. Parce que c'est toujours un peu pleurnichant la rentrée. Parce qu'une chose que va faire un parent,
c'est de faire semblant d'aller dans l'école où aurait dû être son enfant et de regarder les camarades de son enfant. Ouais. Il va se faire mal, mais pour se faire du bien. Comment elle aurait été, sage? Est-ce que c'en est terminé? Est-ce que quand je meurs à 9 ans, c'est fini? Vous voyez bien que ça ne tient pas au niveau de la physique. Ça ne tient pas à la métaphysique. Ça ne tient pas ni la physique des corps, ni la physique quantique, ni les théories de fractal ou de chaos, qui sont des théories mathématiques modernes. Quand je dis moderne, elles datent d'un siècle et demi, hein, qui nous montrent que fondamentalement, il y a quand même une conscience et que cette conscience n'est pas arrimée à un corps, elle est contextualisée. Comme mon enfant, il n'est pas arrimé à un corps qui serait papa-maman, il est contextualisé. Vous avez été contextualisé par vos parents. Il vous viendrait pas à l'idée d'être similaire à vos parents. Vous n'êtes pas tout à fait même. Il y a des points de jonction, c'est tout. Et bien souvent dans la famille, on essaye de vous comprendre. Ou toi, tu es toujours comme ça. Et à chaque fois, c'est faux. Eh bien, c'est pareil pour nos enfants qui sont décédés. Il faut qu'on arrête de dire ils sont comme ça. Ils sont morts. Voilà. Ouais. Ils sont aussi en évolution. Parce que jamais rien ne s'arrête. Jamais. Pourquoi ça s'arrêterait de l'autre côté? Si toutefois ça soit un autre côté. Vous vous rappelez la chaîne de Möbius? C'est-à-dire vous êtes toujours sur le même côté avec le dessin de l'infini. Mais pourquoi on a des objets comme ça? Si ce n'est pour nous prévenir, nous dire attention, ce que vous pensez être l'autre côté, c'est le même côté. Quand les patients me demandent est-ce que vous croyez en la vie après la vie, je suis mort de rire. Je leur dis non, je crois en la vie. Ils me disent ah, vous aussi. Mais en même temps qu'ils disent ça, ils s'inventent leur propre réponse. Moi, je ne crois pas en la vie après la vie. D'abord, je ne crois pas. Cela est, et je l'affirme, on n'a pas une vie. Et parce qu'on n'a pas une vie, il faut qu'on travaille à faire une société où on entend enfin cela. Ce qui ne veut pas dire qu'on va tout changer. Il y a plein de choses qui sont belles dans notre monde. Mais au moins entendre cela. Entendre aussi qu'un parent lui demander de faire le deuil de son enfant, mais demander-lui de lui couper les deux bras. C'est la même chose. C'est idiot quand même. Alors, je sais que c'est des confrères à moi, voire des professeurs, notamment une qui a été des rapporteurs de ma thèse, est très fière de ça. Ils disent non, Eric, elle m'appelle Eric, le deuil, sinon c'est pathologique. Et un ami, pareil, il me disait ça. Et moi, j'ai envie de leur dire maintenant, du haut de mes 56 ans, c'est vous qui êtes pathologique. C'est vous. Parce que on peut être très éclairé, on peut être le plus beau des êtres. Et là, je pense toujours à Bouddha, Mohammed, Jésus, tout cela. Ils ont tous, et ils savent tous, ce qui se passe de l'autre côté, et ça les empêche pas de pleurer. C'est-à-dire qu'ils se laissent traverser aussi par cette énergie-là. Mais ils ne s'y agrippent pas. Ils la laissent traverser. Et elle ne traverse pas une fois, elle va traverser un nombre incalculable de fois. Tous les jours, quand je rentre de la Timone, je passe devant le cimetière où il y a ma mère. Tous les jours, ceci est mon rituel, je dis salut Françoise. Tu vas dans notre chambre et tu fais tout. Je sais que c'est pas facile, mais Je pense aussi. Mais quand je fais ça, je suis pas devenu fou. Je ne crois pas que ma mère, feu ma mère, est là depuis 12 ans. Non. Simplement, j'ai mis quelque chose qui fait que tous les jours, salut François. Alors, est-ce que je suis pathologique? Je devrais l'oublier. Et c'est ma maman, donc.
Normalement, dans cette société, on m'a appris c'est normal. Ça aussi, c'est une connerie. Pourquoi ce serait normal que ma maman, elle meure avant moi? C'est quoi cette histoire? Moi, personnellement, j'aurais bien aimé mourir avec ma maman à côté. Ça, c'est Forrest Gump qui me l'a appris. On est une boîte de chocolat. J'aimerais tant mourir dans les bras de celle que j'aime. J'aimerais tant. C'est un désir, mais vraiment, vous voyez, ça peut me faire venir les larmes aux yeux. Et en même temps, j'accepte le fait qu'il est peut-être plus aimant d'accepter qu'elle meure dans mes bras. C'est ça, être humain. J'ai pas, j'ai, j'ai pas de prototype, j'ai pas de, je ressens. Et ce que je ressens n'est ni vrai ni faux. C'est de la poésie. Mais cette poésie, j'y tiens beaucoup plus que ma maison. Bien sûr, un jour, elle passera, cette maison. Et ils me l'ont dit à la télé. Alors, moi, je regarde jamais la télé, mais mes patients, oui. Donc, dans les chambres, je la vois. Et donc, préparez-vous, les gars. Ça va être chaud bouillant. TF1 vous l'a dit. On va pas passer les 50 prochaines années. Enfin, moi, perso, à l'âge que j'ai, c'est bon. Mais en disant cela, je fais comme si j'étais narquois envers la mort. Je vais avoir peur. Vous voyez comme on est étrange. En même temps, cela fait je sais pas combien d'années que je travaille avec ce qu'on appelle la mort. Je sais avec d'autres ce qu'il y a derrière et on est de plus en plus à savoir ce qu'il y a derrière ce rideau. Parce qu'un rideau, ce n'est qu'un rideau. C'est pas, c'est fait pour qu'on sorte de la baignoire, les gars. On va pas rester dans la baignoire tout le temps. On sort et puis voilà. On sera un peu mouillé, c'est tout. Je sais. Et pourtant, je sais que le jour où mes pas me dirigeront vers ma demeure, je ferai comme l'enfant. Je regarderai 2 minutes derrière. Si j'ai la chance d'avoir ma bien-aimée, pas trop loin, j'espère qu'elle ne pleurera pas trop, pas que ça me fasse trop mal. En même temps, je lui en voudrais pas. Ça sera un moment délicat, parce que le commencement est toujours le moment d'une délicatesse extrême. Toujours. La première fois du premier baiser, la première fois de mon premier cri, la première fois de mes poumons qui se sont écartés, la première fois que l'on m'a blessé, la première, et puis etc. Il faut qu'on arrête, nous les humains, de penser que quand tiens, une mouche vole près de nous, c'est banal. C'est pas banal. Moi, chaque fois que je vois une mouche, je dis, tiens, une drosophile à aide variable. Ça, c'était la blague des psys, parce qu'on apprenait la psychologie des mouches drosophiles à air variable. Pas de couillon, quand même. Mais est-ce que vous avez déjà observé une mouche? Pris le temps de la mouche, pris le temps de la fourmi, pris le temps. À chaque fois que je vais dans un cimetière, parce que j'y vais, je, le temps de dire. Tout à l'heure, je regardais quelque chose de Maître Philippe de Lyon. Je ne sais pas si vous connaissez Maître Philippe de Lyon. C'était un théurge. C'est quelqu'un qui soignait les gens au siècle d'avant, au siècle dernier, et, au début du siècle dernier, et qui a voulu être médecin, enfin bon, et qui était vraiment un vrai théurgien. Enfin, je veux dire, il y a des thèses sur lui, etc. C'est pas le petit guérisseur du coin. Hein. Eh bien, Maître Philippe de Lyon, qu'est-ce que ça fait d'être Maître Philippe de Lyon? Qu'est-ce que ça fait d'être Antonella? Qu'est-ce que ça fait d'être Marie, d'être Khaled, d'être Meik, d'être Nassira, d'être Nathalie? Mais vraiment, et si nous tous, nous avions cette puissance-là,
tous, on a rencontré quelqu'un qui était un peu disgracieux aujourd'hui, voire vraiment casse-pied. Ben, au lieu de garder ça en mémoire, si on fermait nos paupières et qu'on essayait de voir cette personne du mieux que l'on puisse et de l'offrir autant. C'est pas un exercice pour moi. Pour moi, c'est vraiment la question de la vie. Surtout à Marseille. Les gens qui sont un peu inciviques, il y en a beaucoup. Qui ne veut pas dire que Marseille est une mauvaise ville. Au contraire. Mais elle est dure à vivre. Très dure. Et pour qu'elle soit douce à vivre, je suis obligé de respirer l'air de l'autre. Et ça, c'est une chose que je crois que la zoosphère, la biologie, le Dieu qui vous voulez a créé pour qu'on comprenne bien. Je ne peux pas respirer un air qu'un autre n'a pas respiré. C'est comme magique, ça. Et, et mon enfant qui est mort, est-ce qu'il va arrêter de respirer? Comment ça se passe de l'autre côté? Et vraiment, avec votre émotion, votre, sur votre cœur. Les anciens disaient, lève la tête, même les tripes, bien les émotions, puis chine. Et chine, c'est à la fois le désir, c'est l'élan, c'est la création, c'est le sexe. Il faut que les trois nous propulsent. Quand les trois nous propulsent, il y a des choses qui vont arriver. Moi, il m'est arrivé une chose bizarre quand ma maman elle est décédée, qu'on l'a enterrée. J'étais ni triste ni pas triste. C'était étrange pour moi. C'était comme ça. Et il y avait tout le monde, enfin, des gens qui étaient là, qui la connaissaient. Et au moment où on a mis le cercueil dans la terre, il a fallu jeter la première truc de terre, vous savez, je vois, là, c'était comme ça. Et je trouvais ça un peu raide comme truc. Bon. Donc j'ai pris de la terre, enfin, je sais pas comment on appelle ça, le monsieur qui s'occupe de ça m'a donné de la terre. Et je pouvais pas jeter de la terre comme ça. Pourtant, je me disais, mais si, les bouddhistes ont raison, on s'en fout, c'est que je pouvais pas non plus faire des salamalais. Et ce qui m'a sorti, ça a été une rêverie, ou peut-être quelque chose de vrai, je m'en fous d'ailleurs. J'ai vu, dans le cimetière, il y avait un arbre, il y avait un banc, et je vois pas ma mère assise là. Alors bien évidemment, pour le psy que je suis, je l'hallucine. Pour le théologien que je suis, j'ai la grâce de la voir. Et c'est vraiment elle, elle m'a trop fait marrer. Et comme je savais pas quoi dire, j'ai dit à tout le monde, Françoise, qui est assise là, vous remercie d'être venue. Bien sûr, dans l'assemblée, beaucoup d'amis psy, ils sont venus me voir à la fin quand même. Ils me disent, ça va? J'ai dit oui. Et je tiens ça pour étant vrai. Et si ça ne l'est pas, si c'est de l'ordre de la poésie, si c'est de l'ordre de la rêverie, de l'ordre de la narration, je le tiens. Je n'ai pas besoin de preuves. Qui fait une différence entre, selon moi, un être qui commence à sortir de son cocon, qui a été chenille pour devenir papillon, et quand elle en a terminé de demander à la vie, dis-moi que ce que je vis est vrai. Il sait. Il ne l'impose pas aux autres. Il le partage. Il veut pas convaincre. Il veut pas dire. Il veut même pas aider l'autre parce qu'il sait que c'est pas aidant. Juste, il dit quelque chose comme ça. Ou rien. Parce que les expériences que nous avons tous faites, les expériences qui nous ont fondés, les expériences qui nous ont transformés, elles sont si intimes que rarement elles s'en arrêtent. On va en inventer d'autres. Et c'est très bien comme ça. C'est très bien comme ça. J'ai toujours été surpris par ce grand être qu'on appelle Yeshua. Je ne suis pas particulièrement d'une religion ou d'une autre, vraiment. Mais lui, il m'a touché.
Et ce qui me touchait chez lui, c'est que il était grand, puissant, fort et d'une fragilité extrême. Et il n'a jamais, jamais refusé cette fragilité. Alors si je vous dis ça, vous allez dire, mais tu m'en parles comme si c'était un ami. Mais c'est un ami. Si je vous en parle comme un monolithe de pierre, tout droit sorti des doctrines, qu'elles soient chrétiennes ou pas, quel intérêt? Quel intérêt j'aurais d'avoir un ami qui soit de pierre, de marbre ou de discours? Je veux un vrai ami qui peut partager avec moi, qui a connu des choses difficiles, qui est parti jeune de chez lui. Et quand je réfléchissais à cette causerie, je me suis dit, mais comment lui, il a vécu de rentrer à l'école? Et il y a des textes de Telamani, vous irez voir ça, hein, c'est le texte du 1er et du 2e siècle, de Nag Hammadi, pardon. Et ces textes, qui sont des textes gnostiques, nous disent que quand Jésus a été enseigné, ben, des fois, il était turbulent. Et des fois, il faisait des farces. Et des fois, il avait pas envie. Et des fois, il y a des professeurs qui ont dit de lui qu'il était hautain, parce qu'il savait mieux que, etc., etc. Et ce qui vaut pour Jésus vaut pour tout le monde. Et un jour, il y avait une jeune fille. Et cette jeune fille, elle était décédée. Et les gens s'accourent vers Jésus, ils lui disent, rends-lui la vie, s'il te plaît. Et Jésus se fait un peu attendre. Finalement, il y va. Et il dit à cette jeune fille, il souffle sur ses paupières. Et là, ses disciples lui disent, oh putain, c'était Batman. On a pris le bon mec, et lui, il est bon, il fait des bons trucs, etc. Et là, Jésus dit, vous savez, c'est pas le comment qui est difficile, c'est le pourquoi. Un disciple se pose la question. Il dit, vous savez, quand je guéris une maladie ou quand quelqu'un accepte d'être mis sur mon chemin pour revenir à la vie, c'est mon père et pas moi qui décide. Petit décalage. Et puis le deuxième décalage, c'est qu'il dit, j'attends toujours que les gens aient fait suffisamment le tour d'une chose pour enlever la chose. Et je trouve ça d'une grande pertinence. On est tout le temps là, surtout moi qui travaille à l'hôpital, on veut tout le temps soigner les gens. Mais on ne se pose jamais la question de savoir qu'est-ce qu'ils font de cette maladie. J'ai une maladie respiratoire un peu emmerdante, qui est la 3e cause de mortalité mondiale. Donc je le dis, parce que quand même c'est important, je vais crever. Et ce qui m'intéresse à moi dans cette maladie-là, c'est pas de la voir, pas de la voir, de guérir, pas guérir. C'est comment je la vis. Et c'est comment je la vis qui va m'amener à pourquoi ça. Vous vous rendez compte? Moi, je serais vous, je serais mort de rire. Vous écoutez un type, toute sa vie, il a travaillé sur le souffle divin. Toute sa vie, il a voulu trouver le souffle divin. Et qu'est-ce qu'il a comme maladie? Eh bien, il est insuffisant respiratoire. C'est bien extraordinaire. Et à chaque fois, je rencontre à l'hôpital quelqu'un qui est anxieux. Et quand on est anxieux et qu'on est insuffisant respiratoire, on aggrave le truc. Donc, il faut vraiment, on est obligé d'être cool. Je me suis dit, mais merci à la vie. Alors, bien évidemment, je ne peux pas dire ça à un parent, comme si Marie, allait dire à Nathalie, merci à la vie d'être partie à 9 ans. Mais Carla Marie, c'est juste un bout de ce qu'est Carla Marie. C'est une étincelle. Ça a été le germe entre Laurent et Nathalie. Ça a été quelque chose de merveilleux, de beau, de puissant, de grand, de fort.
de téléologie, que ça a tout transformé. Mais c'est bien plus que ça. C'est bien plus que ça. Mais une fois que Laurent et Nathalie ont compris ça, tout doux, à leur mesure, à leur vitesse, comme ils ont envie, ça n'enlève rien de leur chagrin. Mais ça donne de la joie. Il n'y a plus du chagrin pour du chagrin. Il y a du chagrin parce que par moments ça manque. Et j'en sais quelque chose, quand ça manque, c'est terrifiant. Et d'un autre côté, il y a un tout, il y a une plénitude. Eh bien, quand nos enfants ne rentrent pas à l'école, on est confronté à ça. Et souvent, on n'est pas assez encore sage pour avoir les deux. Faites le comparatif avec l'amour de votre vie. Quand on aime quelqu'un, il s'absente 5 minutes. Déjà, on est manquant. Déjà, on est manquant. Et c'est de ne pas le voir qui fait que l'on va souffrir. Quand on le voit, on manque. Il n'y a rien d'autre à dire. Alors, mais notre cervelle, elle va dire, oui, mais on manque, oui, mais on se voit demain. Oui, mais on se... Alors que dans la mort, il y a, oui, il n'y a plus de oui, mais. Donc, c'est l'enseignement le plus puissant qui puisse exister et en même temps qui vous met à un tel pied de mur que c'est une radicalité monstrueuse. J'ai pas d'autre mot. Pourquoi certains doivent vivre ça? Je sais pas. Honnêtement, ça fait peur. Mais j'ai promis que je serai là. Et je serai là. Je ferai pas grand-chose. De toute façon, je ne sers à rien. Et c'est très bien comme ça. Mais je serai là. Je témoignerai. Je dirai, en 2023, beaucoup d'enfants sont rentrés à l'école, excepté tous les enfants qui ont rejoint leur demeure à un moment qui fait qu'ils ne peuvent pas rentrer à l'école. Et j'aimerais qu'on s'y arrête, qu'on y pense, avec un A, avec un E, qu'on en fasse quelque chose, qu'on se mette tous à faire une grande ronde et des fariboles, ou des mercredis chamallows, ou pire, du sport, n'importe quoi, mais qu'il y ait quelque chose. C'est quand il n'y a rien que la société est malade. Comment c'est possible de vivre en communauté grande de 40 millions d'habitants et d'ignorer que les jours de rentrée où tout le monde va rentrer avec son petit cartable, d'autres sont chez eux, pleurant, invoquant, voire pire. Comment c'est possible de ne pas se rendre compte qu'à chaque fois que l'on joue, il y a de la peine? Comment c'est possible de ne pas penser à toutes ces mamans du monde qui ont dû, pour une raison ou une autre, faire le choix de laisser leur enfant ailleurs pour qu'ils puissent vivre leur vie? Comment c'est possible de ne pas en parler, de faire comme si, oh, pas grave. Quand je dis le terme grave, c'est pas dans le sens d'une intensité gravissime, c'est dans le texte. C'est comme une tessiture, comme un son. Oh, j'ai une voix grave, grave. Et il y a des voix aiguës. Et quand on perd un enfant, ou quand un enfant s'en va au loin, ou quand on ne peut pas garder un enfant auprès de soi, je pense à toutes ces mamans et tous ces papas qui font des choix qu'on appelle le choix de Sophie. Et je leur rends grâce, je les bénis, pas en mon nom, mais au nom de la vie. C'est tellement important, tellement, tellement, tellement important qu'un maman ou un papa accepte qu'on médise sur lui pour ne pas que l'enfant souffre. On est capable de ça, nous? Pas toujours. Pareil pour les enfants qui sont morts. Est-ce que je suis capable de dire
mais sans affect, pas comme au début, hein, quand un enfant qui est mort, vous plombez toutes les soirées. Je vous connais. Toutes les fêtes, vous les avez plombées. Parce que la société, où ils ont fait comme si de rien n'était. Donc, à un moment, ça vous a agacé et vous avez mis les pieds dans le feu. Comment on peut faire pour qu'ils apprennent? Pour que tous ces gens qui amènent leurs gamins à l'école, ils apprennent du fait que peut-être un jour, eux ou un autre, il y aura plus. Et que ça s'appelle la vie, et qu'ils le savent depuis qu'ils sont nés. Comment on peut faire pour les aider? Et on en revient toujours aux mêmes choses. C'est parce que je suis un peu tendu comme garçon. C'est que c'est vous, les maîtres de la situation. Maîtres, non pas au sens d'une maîtrise, mais au sens d'une expérience, donc d'une connaissance, donc d'un savoir, pour nous apprendre. J'apprendrai rien si on m'en veut. Par contre, si on me prend et qu'on me dit, tu sais, le 4 septembre, c'est un jour pour moi qui est délicat. Parce que c'est le jour où mon enfant doit rentrer à l'école. Elle aurait 18 ans. Peut-être à son permis. Peut-être que... Et puis il va me raconter des choses belles. Puis d'un coup, il va s'interroger, il va se dire, peut-être ça sera aussi avec un accident ou avec autre chose. Ça, c'est l'humanité. Là, il m'a appris quelque chose. Il m'a touché. Il m'a bouleversé. Je suis toujours bouleversé des histoires des êtres humains. Ce qui ne veut pas dire que je les crois. Hein. Je ne suis pas couillon non plus. Parce que je crois en rien. Mais s'il me le raconte, c'est pas pour rien. Je me fous qu'il me dise la vérité ou pas. L'important, c'est qu'il me le dit. Ça doit servir à quelque chose. Et une fois que je suis dans cette disposition d'esprit, je suis libre. Et la seule chose qui me vient, c'est je t'aime. Franchement, je t'aime. L'expérience que tu me décris, ben, je sais, donc, je suis un expert en psychologie. Ben, l'expert en psychologie ferme sa gueule parce qu'il n'en sait rien. Et il apprend. Tu m'apprends. Tu me donnes le cadeau le plus important. Tu me narres ton histoire. Comprenez pourquoi ce métier d'escroc et psy, c'est un métier quand même assez sympa. C'est non seulement on fait rien, on est payé, mais en plus on apprend plein de trucs. Mais justement, ce qui fait la distinction entre un psychologue et un faux psy machin truc, parce qu'il y en a plein des psy machin truc, c'est que le psychologue, il n'a pas de solution. Qu'est-ce que vous voulez que je dise à une maman ou un papa qui a perdu un enfant le 4 septembre? Je l'écoute. Et là où il va, je vais. Si c'est un peu trop triste, j'essaye de mettre le plus possible une prairie. Autre chose, d'être créatif, de l'emmener. C'est ça mon job. Et s'il croit ses pensées, de lui montrer que ses pensées, elles sont aussi fausses qu'Emmanuel Macron. J'ai pas dit ça. Aussi fausses que tous les politiques du monde. Parce que nos pensées, elles sont créées par l'appareil à penser les pensées. Et l'appareil à penser les pensées pense les pensées qui nous permettent de tenir debout, tout en nous faisant vaciller. C'est tout un art. Et on appelle ça notre symptôme. Et on y tient à notre symptôme. On ne veut pas que quelqu'un nous l'enlève. Vous voyez, on ne veut pas. On est un peu comme Patrick Chenet. On a bien compris que ça, on y tient, on le veut. Et Patrick Chenet, pardon, c'est pas un ami, je suis Patrick. Patrick Chenet, lorsqu'il dit ça, au moment où il le dit, il en est libre. Il en est libre à ce moment-là. Parce que quand il vit la douleur de son enfant qui est mort, en même temps qu'il la vit, il a une distance suffisante pour pas être collé à l'événement.
Et à partir de là, quand je ne suis pas collé à l'événement, regardez, c'est le mouvement du cœur et des poumons. Si c'est collé, ça ne bouge pas. Si ça ne bouge pas, ça sclérose. C'est une apoptose. Ça meurt. Ça s'autodétruit. S'il y a de l'espace, ça bouge. Si ça bouge, ça vit. Quand bien même on parle de mort. Je suis riche de toutes les personnes qui sont mortes. Parce qu'elles ne sont pas mortes. Moi, quand je vais aller dans ma demeure, je sais qu'il y aura plein de gens qui vont me faire des farces. Parce que je leur ai fait des farces. Et pourquoi je leur fais des farces au dernier moment? Mais parce que j'ai lu Le Petit Prince. Vraiment. Et j'ai pas lu Le Petit Prince comme étant un livre d'enfant. J'ai lu Le Petit Prince parce que je sais qu'il a dit la vérité et que je suis le Petit Prince. Et que ma Rose, elle est importante à mes yeux. Oui, avec l'amplitude à l'intérieur de vous. Quand vous rentrez à l'école, c'est Pierre Rabhi qui disait ça, il avait raison. On rentre toujours dans des boîtes dans notre civilisation. On va en boîte de nuit, on va dans notre boîte de travail. L'école, c'est une boîte, c'est un truc auquel on est serré. Je sais pas ce qu'on a nous tous, mais on est toujours dans des univers assez étriqués. Mais on est des humains. On est des êtres de liberté. On est des êtres de grandes étendues. On est des êtres de vent, d'air, d'eau et de tourbe. Nos enfants nous l'apprennent. Et nos enfants décédés nous l'apprennent encore mieux. Parce qu'ils nous rajoutent un 5e élément qui s'appelle l'éther, dont certains parlent, mais très peu. Et dans l'éther, tout s'y trouve. Je vous laisse avec éther. C'est bizarre, hein, avant, dans les hôpitaux, il y avait de l'éther. C'est vraiment, c'est le lieu, nous dit-on, du petit peuple. Oh, un lieu magique, où il y a des elfes, des gnomes, où il y a des choses comme ça. Soyez assez fous pour vous le permettre. Non pas que vous verrez des êtres comme ça. Ça, c'est le folklore. Mais vous allez peut-être rencontrer des énergies nouvelles. Quand je dis des énergies, c'est des puissances, des choses sur lesquelles vous asseoir, des choses où vous pouvez partager. Moi, je ne peux pas pleurer mes morts en pleine ville. Les murs de la ville n'écoutent rien. Alors, je vais dans les bois ou sur le bord de la plage. Parce que là, ça écoute, ça dit. Dimanche dernier, pas celui dernier, mais il y a 15 jours, il pleuvait à La Ciotat et je suis allé près de la mer. Et j'ai mis mes pieds dans l'eau et je ne savais plus où était la mer et où était le ciel. Alors je me suis raconté une histoire où j'allais mourir entre la terre et le ciel, mais dans l'eau. Et là, j'ai pu invoquer ceux qui me sont chers et qui sont partis. J'ai discuté avec Paul, bon, pas trop changé lui. Un peu ma mère, mais elle est chiante, elle est toujours institutrice même là-haut. C'est comme ça que je l'imagine. Et puis voilà. Et je vois que l'heure tourne, je vois surtout Nathalie bouger 2 fois la chaise. Ça, c'est un signe que est-ce que vous auriez des questions sur cette rentrée scolaire où finalement on n'a rien à dire, mais tout se démêle? Vous vous rappelez, vous, de vos rentrées? Une petite rentrée. Je vous ai raconté plein de trucs de ma vie. Je partage. Offrez-moi un gâteau. Moi, je vais partager, si tu veux bien, quelque chose que j'ai partagé aussi sur ma page pour ceux qui la suivent. Je suis désolée pour ceux qui l'ont déjà vu. Mais la veille de la rentrée, donc moi, j'ai perdu Carla, ça fait 8 ans. Et donc,
et je le dis pour les parents pour qui c'est si dur, c'est que 8 ans après, c'est beaucoup plus doux. Bien sûr qu'il y a de la nostalgie, bien sûr que j'en parlais avec la maman de Léa, parce que aujourd'hui, ça fait 2 ans que Léa est partie. On était avec toi à ses côtés ce jour-là. Et pour Estelle, elle parlait à une de ses meilleures amies qui était là tout à l'heure. Et je sentais chez Estelle et son papa, le papa de Léa, la peine d'imaginer cette rentrée au lycée qu'elle aurait fait cette année, le bac, tout ça. Et je lui ai dit ça, je lui ai dit, moi, je ne me projette plus, je n'imagine plus Carla, là, elle aurait 18 ans, elle aurait passé le bac, elle aurait se bataillé peut-être avec Parcoursup. Mais pour moi, ce que j'ai dit à Estelle, elle est plus de cet espace-temps. Elle est d'un autre univers. J'arrive pas à l'imaginer par Parcoursup, tu vois, pas du tout. Alors oui, moi, comme tu disais, j'ai plutôt tendance à l'imaginer comme une petite fille, toi comme une jeune femme. Mais c'est même pas, comme tu disais aussi, il n'y a plus de vérité. Moi, elle est en dehors de l'espace-temps. Et finalement, ce qui est le plus proche pour moi de la représentation de ce que je vis au moment de la rentrée, c'est ma nostalgie de mon enfance à moi. Et quand je pense à elle, c'est comme quand je pense à moi petite. Il y a de la nostalgie, mais en même temps, c'est en moi. Donc, je ne suis pas séparée de cette petite Nathalie qui vivait les rentrées. Bien sûr que je ne suis plus du tout comme cette petite Nathalie, mais c'est en moi, c'est pas séparé. Et c'est vraiment ça que je vis. Et du coup, la veille de la rentrée, toujours en suivant un peu le hasard, qui fait toujours bien les choses, je suis allée courir et en suivant mon instinct, de savoir, tiens, je vais à droite, à gauche, tout droit. Et puis, j'ai eu envie de monter en haut de mon village. Alors, moi, j'habite Cabriès, donc il y a toute une montée et d'aller tout en haut. Et en redescendant, j'ai traversé la rue de mon ancienne école quand j'étais toute petite et je suis passée devant la porte de la cour de la maternelle qui était ouverte parce que l'école maintenant, depuis cet été, une nouvelle école a été construite et donc plus personne va aller dans l'ancienne et va aller dans la nouvelle. Et donc peut-être que c'est pour ça que le portail était ouvert parce que c'était déjà un peu à l'abandon. Et je me suis dit, waouh, je vais pouvoir rentrer dans la cour de mon école maternelle dans laquelle j'étais plus rentrée depuis la maternelle. Et donc, c'était un super cadeau. Et je suis tombée sur une marelle, puisqu'il y avait encore des traces des jeux un peu effacées, mais au sol, dessiné, il y avait une marelle. Et cette marelle, elle était dessinée avec des cases roses. Et il y avait écrit terre, ciel, et il y avait toutes les cases comme ça. Et en fait, je me suis dit, mais c'est extraordinaire parce qu'à la fois, j'étais dans le lieu de mon enfance et je me sentais donc proche de mes souvenirs à moi. Et en même temps, je ne me suis jamais sentie aussi proche de Carla lors d'une rentrée. Comme si finalement, celle que j'étais et celle qu'elle a été étaient proches. Et finalement, cette expérience, cette marelle, terre-ciel, me disait, mais finalement, rien n'est séparé. La terre et le ciel. Et c'est un jeu d'enfant, un jeu peut-être universel, la marelle, qui montre que, on peut sautiller jusqu'au ciel et on peut redescendre, on peut se tourner et aller de la terre au ciel. Et finalement, ce n'est pas séparé. Et le petite ironie, c'est qu'au sol aussi, il y avait un grand reste, puisque sans doute les structures de jeu avaient été enlevées. Et il y avait un immense point rose dans cette cour, formé par, tu sais, le revêtement pour jouer dessus. Et en fait, je me suis dit, mais ce point rose, il fait le lien entre la terre et le ciel. Et finalement, ce que Carla Marie m'a enseigné, et ce que le point rose m'enseigne, que j'espère offre aux parents, c'est cet espoir que rien n'est séparé. Et que finalement,
dans la rentrée de nos enfants qui ne le font pas, si on se plonge dans la rentrée, la nôtre, celle de quand on était tout petit, comme tu le disais, mais peut-être qu'on peut retrouver un peu de notre enfant, quel que soit son âge, même s'il n'a pas connu l'école parce qu'il est décédé avant. Mais il y a quelque chose de lui peut-être qui peut se retrouver, du ciel et de la terre, comme Ouais. ces cases. Voilà. Et je voulais peut-être juste compléter ce que tu dis, parce que tout ce que tu as dit est tellement parfait que d'ailleurs, il n'y a pas de question, il ne peut pas y avoir de question. J'ai juste voulu partager ce souvenir parce que tout ce que tu as dit faisait totalement écho au sentiment que j'ai eu ce dimanche soir, veille de rentrée, en rentrant dans cette école maternelle. Et je me suis dit, ben merci de ce beau cadeau et de cette petite marelle Ouais. percée. Voilà. Oui, ça m'a beaucoup touché quand j'ai vu ton post. Oui, on est tous sur une marée. Les Orientaux, les Indiens, les Amérindiens ou d'autres cultures appellent ça Maya. Alors Maya, c'est pas le chat ni l'abeille. Maya, c'est l'illusion. Mais c'est pas de l'illusion comme le pensent les Occidentaux. Les Occidentaux, ils sont toujours dans vrai faux. Ils ont trop joué à ce qui veut gagner des millions. Il y a 4 possibilités, il y en a des infinis. Et, et, et Maya, c'est beau. C'est-à-dire qu'on vit dans des mondes comme ça. Maintenant que nous avons accès aux informatiques et voire plus, on va s'habituer à vivre dans des espaces-temps différents. Et plus on sera habitué à vivre dans des espaces-temps différents, et plus on va comprendre que notre vraie nature ne dépend pas d'un contexte, elle dépend d'autre chose. Et on se fera un petit peu moins avoir le contexte, peut-être. En tout cas, je vous remercie. Merci à toi. Merci de tout ce que vous m'apportez et me donnez. Et je vous dis à Merci à toi et tes mots, parfois, je terminerai juste sur ça parce que parfois, on ne les comprend pas toujours. Ou en tout cas, on n'arrive pas à mettre des expériences sur ce que tu partages. Et avec le temps, tu vois ce que tu disais sur l'enfant intérieur proche de l'enfant qu'on a perdu, moi, je l'ai compris, j'en ai fait l'expérience dans cette cour d'école. Donc peut-être de se laisser faire par tes mots, par tes paroles, même si ça paraît parfois un peu loin de tout ce qu'on pourrait toucher, mais c'est dans le temps qu'on le touche. Et voilà, je voudrais juste terminer sur ça. Donc un grand merci parce que ce que tu nous partages, c'est un savoir qui, qui se développe en nous et qui produit ses fruits, pas que sur le moment, dans le temps aussi. Et donc un grand merci pour cette richesse. Merci à tous de merci à nous avoir tous. suivis ce soir et à très bientôt pour le mois prochain pour une nouvelle conférence, Eric. Je t'embrasse fort, je vous embrasse tous. Je vous embrasse. Merci beaucoup.